Moshe Feiglin a toujours prôné la non-violence, mais la gauche l'accusa d'avoir créé un climat de haine. En novembre 1995, à l'issue d'un rassemblement de soutien aux accords de paix, le premier ministre israélien Yitzhak Rabin est assassiné par un jeune extrémiste juif. Cela s'est passé ici, au cœur de Tel Aviv. Nous y retrouvons Liba, étudiante en sciences politiques. Le monument qui commémore ce drame se trouve là, juste derrière moi. Malheureusement, je n'ai pas l'impression que les citoyens qui vivent ici à Tel Aviv consacrent assez de temps à penser à ce que ce monument signifie vraiment, à la situation d'aujourd'hui comparée à celle où nous nous trouvions il y a 20 ans. Je pense qu'ici quelque chose s'est brisé. Quelque chose s'est brisé et personne ne sait ce qui se serait passé si Rabin était resté en vie. C'est impossible de le savoir. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'à cette époque, quelque chose de nouveau avait commencé. Ils soufflaient un vent de changement, d'espoir, et ils ont éliminé l'homme qui avait été l'un des grands artisans de tout ça. Liba pleure toujours Yitzhak Rabin parce qu'elle pense que les accords d'Oslo auraient pu conduire à la paix. Alors, à son échelle, elle tente de poursuivre le combat. Ce jour-là, elle se rend pour la première fois à Ramallah, avec d'autres jeunes pacifistes israéliens. Ça me paraît menaçant, immense. Pas très sympathique en fait. C'est peut-être parce que la situation n'est pas très sympathique, alors le barrage non plus. Le groupe se dirige vers Rawabi, une ville nouvelle palestinienne située dans la banlieue de Ramallah. Ce projet, comme vous savez peut-être, n'est pas seulement le plus gros projet immobilier de Palestine, c'est aussi le plus gros projet du secteur privé. Rawabi se veut la vitrine d'une société moderne, tournée vers l'Occident. Liba voit dans cet immense chantier un pas de géant vers la création d'un État palestinien. Je sens vraiment qu'il y a ici quelque chose de bien qui démarre, quelque chose de très positif. Vous savez, vous pouvez prendre une pierre et la jeter sur quelqu'un, ou bien vous pouvez prendre cette même pierre et construire des maisons avec. Des maisons dans lesquelles les gens vont habiter. Et alors vous créez des faits accomplis positifs sur le terrain. C'est comme s'ils disaient « Regardez, nous avons aussi notre propre vision. Nous aussi, nous voulons vivre ici et bien vivre. Et ils en ont le droit. » C'est vrai qu'il y a des colonies autour. Mais justement, c'est une manière de lutter contre cela, sans violence, légitimement. La visite se poursuit avec le mausolée de Yasser Arafat, construit à côté de la Moukata, où l'armée israélienne l'avait confiné les derniers mois de sa vie. En Israël, beaucoup d'intellectuels, y compris à gauche, considèrent que les dirigeants palestiniens portent la responsabilité de l'échec des accords d'Oslo. Je ne sais pas ce qu'il avait dans la tête. Je ne sais pas s'il avait réellement de bonnes intentions. Est-ce qu'il était un homme de paix? Je ne sais pas parce que la paix n'a pas eu lieu. Mais au moins à cette époque, il y avait un partenaire. Un partenaire pour négocier. Ces dernières années, toutes les tentatives pour poursuivre le dialogue entamé par Arafat et Rabin ont échoué. Nabil Chat, l'un des principaux négociateurs des accords d'Oslo côté palestinien, veut encore y croire. Ces 52 dernières années, j'ai rencontré tous les Israéliens qui voulaient bien parler avec un Palestinien. J'ai été ministre des Affaires étrangères durant 14 ans et mon seul objectif a été de continuer les négociations pour aboutir à la paix. J'ai passé ma vie à négocier. La paix est la seule voie possible et bien sûr, elle doit être négociée. Je suis plein d'espoir parce que je vois un changement parmi la population israélienne pour la première fois depuis 5 ans. Et je considère que votre visite constitue l'un de ces signes. Votre curiosité, votre embarras font partie de ces signes. À l'issue de la rencontre, Liba se dirige vers Nabil Chat et peine à contenir son émotion. Il a vu tellement de choses.
Il est un peu plus vieux que mon père, et c'est bizarre que mon père considère qu'il n'y a plus aucun espoir après tout ce qui s'est passé entre nous, alors que lui, malgré toutes les choses difficiles qu'il a pu vivre, toutes ces négociations, il pense qu'il y a encore de l'espoir et qu'il y aura la paix ici. En Israël, les optimistes comme Liba se font rares. La période d'Oslo a laissé de mauvais souvenirs, et dans les rues, la sécurité est revenue sans négocier avec les Palestiniens. On a du calme, alors pourquoi devrions-nous réveiller les vieux démons? Tout va très bien, on est bien comme ça, personne ne nous attaque. Alors à quoi ça sert de faire un nouveau pas pour négocier? Quand est-ce qu'on considérera que la période de calme a été assez longue pour qu'on se dise « ça y est, c'est bon ». On peut passer à l'étape supérieure. S'il y a de la sécurité, c'est parce que l'autorité palestinienne collabore depuis des années avec l'armée et avec la police. Eux aussi, ils veulent le calme. D'un côté, je me dis que ça viendra un jour, mais de l'autre, je me dis que si on ne fait rien, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Les rêves de Liba risquent bien de se briser une fois de plus, à 70 km d'ici. Loin, très loin de l'hédonisme de Tel Aviv. En juillet 2000, Yasser Arafat et Ehud Barak se retrouvent à Camp David, aux États-Unis, pour tenter de finaliser les accords d'Oslo. Mais la négociation achoppe sur la question de Jérusalem. D'ailleurs, 2 mois plus tard, la deuxième intifada éclate précisément au cœur de la ville sainte. S'ensuivent 4 ans d'affrontements sanglants qui marqueront la fin du processus d'Oslo. Hiba est née à Jérusalem, juste avant que ne débutent les négociations d'Oslo. Elle vit dans un quartier chic situé dans la partie est de la ville, annexé par Israël après la guerre des 6 jours en 1967. J'ai cette carte de résidente de l'État d'Israël, j'ai un passeport jordanien bien que je ne sois pas jordanienne, et j'ai un laissez-passer israélien pour que je puisse voyager dans les aéroports du pays. Pourtant, en réalité, je suis palestinienne, dans mon identité, dans mon sang, dans ma façon de penser. Et je n'ai pas un seul document qui prouve que je suis palestinienne. Oslo nous a donné l'impression que nous étions en négociation, que nous étions des amis. Nous vous reconnaissons, vous nous reconnaissez, on est des copains. Vous avez vu? Même dans le tramway, ils parlent arabe. Oslo n'a rien arrangé pour les Palestiniens de Jérusalem. En grandissant, Hiba a vu les barrières se dresser. La ville est désormais coupée de la Cisjordanie par ce mur de béton. Ça, c'est le barrage militaire de Kalandia. J'ai 2 tantes qui habitent dans le coin. Mais avant, des 2 côtés, c'était Jérusalem. Maintenant, c'est devenu problématique pour se voir parce qu'elles vivent chacune d'un côté du mur. Elles sont séparées par cette barrière. En discutant avec les Palestiniens qui viennent travailler en Israël, Hiba apprend qu'avant les accords d'Oslo, il n'y avait ici ni mur ni barrage, comme à Gaza. Je suis née en 1992, 1 an avant Oslo. Et je me rappelle que mon père me disait « Ta naissance est un bon signe, tu vas nous amener la bénédiction ». Il disait cela parce qu'il travaille dans le tourisme. Mais aujourd'hui, je me demande s'il ne s'est pas trompé, parce que la situation avant Oslo était bien meilleure que maintenant. Les Palestiniens espéraient que les accords d'Oslo conduiraient à une partition de Jérusalem, la partie est devenant leur capitale. C'est le contraire qui s'est produit. Peu à peu, la frontière entre la partie juive et la partie arabe s'estompe. Au cours d'une visite guidée par de jeunes nationalistes palestiniens, Hiba découvre un patrimoine arabe désormais partie intégrante de la Jérusalem juive. Cet hôtel de luxe, par exemple, abritait un tribunal islamique il y a un siècle. Ici vivaient des Arabes et ils ont été expulsés. Vous vous rendez compte? Il y avait des gens qui vivaient ici. Ils avaient leurs meubles, leurs objets,
Et d'un seul coup, ils ont dû tout laisser et faire leurs valises. Et puis d'autres gens sont venus habiter à leur place. C'est normal que ça me fasse mal. Malgré les accords d'Oslo, Israël a continué de construire intensivement à Jérusalem-Est. Les implantations juives se développent même jusqu'au cœur de la vieille ville, à quelques mètres de l'esplanade des mosquées. Avec un ami photographe, Iba nous conduit dans les ruelles étroites du quartier musulman. Les drapeaux israéliens y sont de plus en plus nombreux. Ça, c'est le quartier musulman, n'est-ce pas? Oui, mais tu vois, chaque maison qui a un drapeau israélien, c'est une implantation juive. Avant, si tu regardais le toit comme ça, tu n'en voyais aucun. Il n'y avait que des Arabes. Maintenant, on en voit plein. Et si tu reviens dans quelques semaines, tu en verras encore plus. Dès qu'ils entrent dans une maison, ils mettent un drapeau. Maison après maison, les Juifs rachètent les propriétés des Arabes, à prix d'or. Ils m'ont proposé 10 millions de dollars pour ma maison. Ils ont mis l'argent dans un sac, mais j'ai refusé. J'ai dit, je ne veux pas vendre, vous perdez votre temps. S'il refuse, qui va l'aider financièrement? Personne. Il a des principes et il n'a pas voulu vendre. Mais s'il a besoin d'argent un jour, il n'aura pas le choix. Et personne ne l'aidera. La cohabitation entre Israéliens et Palestiniens se déroule sans heurts. Mais cette logique d'implantation vise à empêcher un éventuel partage de Jérusalem, comme le prévoyaient les architectes des accords d'Oslo. Il n'y a pas de solution. Pour résoudre le problème, il faudrait que l'une des parties renonce à ses droits sur Jérusalem. Et nous, nous ne renoncerons jamais. C'est notre droit. Pourquoi est-ce qu'on renoncerait? Celui qui a une maison, pourquoi est-ce qu'il la donnerait à une personne qui vient de l'autre bout du monde? Tout le monde veut Jérusalem. C'est tellement compliqué tout ça. Tout le monde veut Jérusalem. Isa Gaza et Liba à Tel Aviv ne se rencontreront sans doute jamais. Distantes de seulement 70 km, leurs villes font désormais partie de deux mondes que tout sépare. Plus intransigeants que leurs aînés, ni Iba, ni Shrayan ne se disent prêts à la moindre concession territoriale. Yitzhak Rabin disait qu'il avait signé un accord avec Yasser Arafat pour que ses enfants et les enfants de ses enfants connaissent enfin la paix. Mais ceux qui ont grandi à l'ombre d'Oslo forment une génération dénuée de ce genre d'illusions.